Jérémia Curvers, entrepreneur, 38 ans, né dans le sud de la France, en France. Tu es en couple, propriétaire de Polycy. Tu es arrivé au Québec. En 2000. Donc, j'ai passé la majorité de ma vie ici maintenant. Puis pourquoi tu es venu en 2000 au Québec? Tu aurais pu choisir n'importe où ailleurs. Ben, j'aurais peut-être considéré d'autres places, mais mon père, qui était encore marié à ma mère dans le temps, avait décidé que pour ma carrière, celle de mon frère qui est plus vieux dans la famille et de ma sœur qui est plus jeune, le Québec serait l'endroit le plus opportun. Donc, c'est pour ça que toute la famille a émigré au Canada en 2000. Ça fait pas tellement longtemps, si on y pense. On trouve que c'est loin, mais c'est pas loin. Tu faisais quoi avant? Tu étais trop jeune pour travailler ou déjà tu avais commencé à travailler en France? Mon père était entrepreneur. Fait que la notion de travailler à 8 ans les samedis là, a été inculquée très jeune. Surtout en Europe, faut le dire. Très, très jeune. C'était très difficile de dissocier le travail dans le contexte où mon père était un entrepreneur de la famille ou du day-to-day, là, je devrais dire, là, avec un bon anglicisme. Donc, oui, j'ai aidé mon père au niveau de la vente. Qu'est-ce qu'il faisait? Il avait une entreprise dans le monde du meuble qui s'appelait Bois et Chiffon. Donc, il y avait plusieurs magasins un petit peu partout en France. Et c'était avant Internet. Puis, il était spécialisé vraiment à développer des contacts forts en Égypte, au Portugal, à différents endroits pour amener des tendances nouvelles au niveau de décoration. Fait que ça fonctionnait très bien. Puis, le Canada, c'était vraiment pour nous, les enfants, parce qu'ils voyaient que l'Europe commençait à devenir plus limitée au niveau des opportunités de carrière. Là. Aussi l'argent. Ouais. L'argent, malheureusement, rend le monde, hein, on le sait. Alors, vous êtes parti et vous êtes venu habiter directement au Québec, mais à quel endroit? À Sherbrooke. OK, chaque culture. Ouais, La ouais, culture ouais. Wouh! OK. Ouais. T'as trouvé ça comment? Moi, j'ai trouvé ça rafraîchissant parce que j'étais un enfant à problème. J'étais vraiment, vraiment très créatif, puis le milieu scolaire en France ne me faisait pas bien, bien. Pour te donner une idée, là, je pense qu'en l'espace de 14-15 ans, qui est la durée où j'ai habité en Europe et en France, j'ai pas passé plus que 24 mois dans la même école. OK. Que ce soit parce qu'on déménageait de ville ou parce que j'avais causé trop de problèmes à un endroit puis que je me ramassais dans une autre école privée. Fait que j'étais vraiment un enfant à problème. Je ne cadrais pas dans cette culture-là d'apprentissage. Puis je ne m'entendais pas avec tout le monde non plus. J'en étais conscient. Puis pour moi, le fait d'arriver au Québec, c'était une opportunité de repartir à zéro, de pouvoir vraiment arriver au Québec avec une ouverture d'esprit à me dire, ben là, j'ai l'opportunité de devenir qui j'aimerais être comme Québécois, Et c'est même au qui niveau de ça? l'accent. C'est qui ça? Si on me le demande, si tu te le demandes aujourd'hui, en homme que tu es établi, quand même, tu pas Ouais. sleep, c'est pas n'importe quoi, c'est nos marques-là dans les boîtes qui sont mauves. Je veux dire, tu dis que tu es un enfant qui était à problème ou qui dérangeait les autres, mais dans le fond, peut-être que tu n'étais simplement pas à la bonne endroit, dans la bonne école. Je pense que c'était ça. Je pense vraiment que c'était ça. Tu sais, les écoles dans lesquelles j'étais en France, pour te donner une idée, le professeur, il fallait que tu l'appelles professeur, il fallait que tu le vouvoies. Mon prénom, c'était pas Jeremiah ou Jérémia, c'était Curvers au tableau. Puis Mais c'est encore comme ça en Europe. c'est très comme ça, puis ça ne fonctionnait pas. Donc, peut-être que j'étais un petit peu d'avance sur ma génération. Maintenant, avec les milléniaux, c'est beaucoup plus commun. Si tu n'arrives pas avec une logique et quelque chose qui fait du sens, des protocoles pour mettre des protocoles en place, ça ne fonctionne pas avec eux. J'étais peut-être un petit peu comme ça. Puis quand je suis arrivé au Québec, ben, ma mission, c'était de m'intégrer puis de devenir québécois. La preuve, les gens aujourd'hui à m'entendre parler, ils se demandent fortement, t'es vraiment français, là? Parce que t'as pas un accent non, on n'est de pas France. sûr. Ouais. On ne sait pas. On ne sait pas de où tu viens vraiment, les origines. Tes parents sont ici encore au Québec ou ils sont retournés? Alors, l'hiver a eu raison de ma mère après quelques années. Je la comprends. Moi aussi aujourd'hui. Allô? Mais mon père est encore ici. Il habite dans les cantons de l'Est. Ma sœur aussi habite dans les cantons plus proches de la frontière, dans le coin d'Ariscliffe. Mon frère est dans la grande région de Toronto, puis moi, je suis à Montréal. L'idée en 2016, avant que tu commences à faire tout ça, en 2016,
tu faisais quoi? Moi, j'ai commencé ma carrière J'ai étudié en design graphique. J'étais un fan fini de jeux vidéo, puis de 3D, puis d'animation. Fait que je pensais vraiment m'en aller dans cette... Est-ce que tu gamais? Oui, j'adorais ça. Ça je te fait partie de la game, je pense, ceux qui aiment ça. Hein? Ouais, je te dirais, le web, puis les jeux vidéo, puis tout ce qui est digital a toujours été... Je suis un geek de nature, là, vraiment. Je suis vraiment quelqu'un qui adore la technologie, puis tout ça, cet univers digital. J'ai réalisé rapidement, par contre, que, je suis pourri en dessin. Fait qu'il fallait que je travaille 2 fois plus fort que les autres. 2, ma créativité je te dirais, j'ai une meilleure créativité à résoudre des problèmes qu'à l'appliquer sur du papier ou un médium. Donc, quand tu travailles dans l'industrie du jeu vidéo, quand tu travailles dans l'industrie de l'animation 3D, ben, soit il faut que tu sois très bon en dessin ou que tu sois très bon en mathématiques parce qu'il y a beaucoup d'algorithmes en arrière de ça. Ni l'un ni l'autre me faisait. Qu'est-ce qui a fait que si tu prends ça maintenant, tu dis qu'il n'y a rien qui t'a fait, c'était pas pour toi, tu l'as bien dit, c'était pas, t'es un geek, mais moi, je suis pas d'accord. Parce que aujourd'hui, your success, t'as un succès, on va pas se le cacher, là. On va juste te rejoindre, il faut parler à 40 personnes avant d'arriver à te contacter, mais moi, je suis capable, en tout cas, je suis contente que tu es ici. Mais ça t'a appris quelque chose pour Policy. C'est quoi que ça t'a appris, si tu y penses maintenant? Qu'est-ce que cette expérience en 2016 t'a appris pour 2025 aujourd'hui en tant qu'homme d'affaires? Bien, la première chose, je pense que je suis une des seules marques qui s'associe une couleur. Tu dis Polysleep, les gens savent que c'est les matelas blancs et mauves. Donc, à la base, cette créativité sur la manière dont je design mes housses, c'est encore moi qui les design, la manière dont... C'est sûr qu'il y a une influence. J'ai été un créatif, donc chaque projet que je vais mettre en place, je vais hautement influencer la direction créative du projet. C'est sûr que comme on dit, il n'y a pas d'échec. Hein? Il y a juste des learnings qu'on peut appliquer sur... Il en faut des échecs. Il faut mettre le genou par terre. Absolument. Sinon, tu ne vas pas réussir. Là. Il faut que tu saignes du nez, des yeux, des oreilles, puis là, tu vas y arriver. Ouais. En tant qu'entrepreneur, si tu penses que c'est pas ça, tu te trompes. J'adhère à cette vision. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai lancé un 2e balado en virtuel qui est anglophone, puis je parle de ça. Est-ce qu'on n'est pas invité? Ben oui, bien sûr. OK, là, tu l'as dit à pied des gens donc, sur CKVL FM que je suis invitée au balado. Absolument. Je veux voir si en anglais, hein? Oui, c'est en anglais. Oui, j'adore. C'est en anglais. Okay. Fait qu'on va faire ça absolument. Émilie va me contacter. Émilie te contacte et on planifie ça incessamment sous peu. Mon objectif, c'est vraiment, puis ça résonne avec ce que tu viens de dire. Comment il s'appelle ton balado? Up at Night. OK. Donc, justement, qu'est-ce qui nous garde réveillés comme personne qui cherche à atteindre, puis là, je veux dire du succès, mais la définition de succès est différente pour chacun. Tout à fait. Puis, il n'y a pas une personne qui a atteint cette définition sans acharnement, travail, des péripéties, les fameux, on dit en anglais, trial and tribulations. Je veux vraiment debunk cette espèce de tendance qu'on voit sur les réseaux sociaux de dire fais ci, fais ça, puis c'est un shortcut, puis tout va être facile, puis tout va fonctionner. Puis je suis comme, faut arrêter de promouvoir ça parce qu'il y a des efforts, il y a des sacrifices. Le temps est une ressource limitée, l'énergie est une ressource limitée, puis il faut en mettre beaucoup pour atteindre un certain niveau de succès. Puis même si on pense avoir la recette, permets-moi de te dire que la stratégie que toi tu utilises ne fonctionnera pas sur les autres. Absolument. Puis 95 % de ce qu'on planifie dans une journée, seulement 5 arrivent. Ouais. T'as beau avoir la stratégie. Est-ce que tu es un homme stratégique? Je suis très pragmatique. Explique-moi. Donc, j'applique puis c'est une des raisons pourquoi des fois je suis dur à contacter. Je suis toujours booké à 120 %, puis j'utilise Pareto pour déterminer où est-ce que je mets 80 % de mon énergie pour avoir le maximum d'incidence puis d'impact possible et où malheureusement je vais devoir délaisser 20 % des efforts que j'aurais mis dans ma journée. On a toujours trop de choses à faire, tu le sais, tu es dans le même bateau. Mais donc, moi, j'aime ça. Je m'entoure de personnes qui sont très organisées, très stratégiques. Donc, Émilie, dans le cadre de mon agenda, j'ai Jamie qui m'aide pour les conférences parce que... Tu fais aussi des conférences, il faut aller le voir en conférence. Je sais que vous ne le voyez pas présentement, mais peut-être que vous l'entendez seulement à CKVL
VL, mais on peut le voir sur les plateformes, sur son balado, sur un stage, on le voit partout. C'est une star. T'es une star. Écoute, hein, j'aspire à être aussi bon que toi, éventuellement. Oh mon Dieu, arrête. Bon, je pense qu'on fait... Moi, là, j'ai pas de... Je fais qu'est-ce que je veux faire rendu au point de ma vie. J'ai pas ton âge, je suis beaucoup plus âgée que toi. J'ai 55 ans. Non, mais ça paraît pas, ça. Mais il y a beaucoup de fake là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la vie, je crois qu'à un moment donné, on fait des choix. Est-ce que tu as eu à faire des choix à un moment donné que tu as dit, OK, Polysleep, on sait très bien qu'il fonctionne bien présentement. Ça va en croissance. Sinon, tu n'aurais pas pu commencer un balado, faire des conférences et tout. C'est à quel moment que tu as décidé d'un petit peu plus ouvrir toi, ce que tu aimes toi faire en tant qu'entrepreneur et lâcher un peu les guides et te laisser aller pour faire autre chose? Tu sais, quand je parlais, je suis pragmatique. Là. Ça, c'est un bon exemple. OK. Dans le cadre où on développe une entreprise, il y a différents stades de maturité. Puis, jusqu'à tout récemment, Polysleep était puis encore aujourd'hui, on travaille beaucoup en mode start-up. On essaie vraiment d'avoir l'utilisation de nos ressources monétaires et en temps sont vraiment axées sur c'est quoi l'avantage pour nos clients. Donc, éventuellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à avoir les capacités financières de m'entourer de personnes hautement qualifiées au niveau vente, au niveau opérationnel, puis au niveau marketing. Donc, ça, c'est mes directeurs. Et ils font un travail incroyable à exécuter la vision, la mission qu'on a, la stratégie. Ce que ça me permet de faire, c'est de travailler sur mon entreprise et moins dans mon entreprise. Donc, je suis moins là à éteindre des feux. Et si je veux prendre 8 heures de mon temps à juste penser à mes prochaines décisions, à me demander qu'est-ce que je veux faire, pas juste le mois prochain, mais dans 6 mois, dans 12 mois, dans 24 mois avec Polysleep, maintenant, j'ai l'opportunité de le faire. Alors qu'avant, j'aurais tout simplement pas eu le temps. En faisant ça, j'ai réalisé que à un certain niveau, quand on est président ou qu'on représente le nom, une entité, j'appelle ça une entité, c'est vivant, une entreprise. Oui. Mais une personne qui a un narratif, une marque personnelle qui est forte, a un avantage incroyable par rapport à d'autres. J'ai l'opportunité, par exemple, j'avais rencontré Charles Tanguay, qui est devenu un partenaire d'affaires. Les magasins Tanguay. Absolument. Donc, maintenant, je vais à Palm Springs pour une conférence. Il y a beaucoup de plateformes technologiques émergentes avec qui je vais avoir l'opportunité de parler avec les fondateurs. Puis il y en a peut-être une là-dedans où ça va résonner, puis c'est quelque chose qu'on va utiliser à l'interne. Donc, le pouvoir du réseau. Hein? Le marketing, tu y crois? Beaucoup, beaucoup. Est-ce que tu l'utilises beaucoup, autant conventionnel que juste Internet, ou tu vas juste Internet et médias sociaux, ou tu fais pas un peu de télé? Mais je sais que tu es à OD en passant. Félicitations, c'est toi qui fais OD pour cette année. J'ai vu que là, j'étais comme... Ça fait déjà 4 ans. Big Brother aussi. On est en collaboration depuis 2 ans avec Matt Labonna pour ça. Non, au niveau de la télé, des émissions québécoises, on a une belle visibilité. De où vient la boîte? Vendre un matelas dans la boîte. Moi, j'essaie que tu me l'as dit en pré-interview, mais j'aimerais ça que tu nous le racontes. Bien, en fait, c'est une avancée technologique qui permet enfin de livrer quelque chose qu'on s'entend est très volumineux par des méthodes de livraison traditionnellement utilisées pour des petits paquets. Donc, FedEx, Intelcom, UPS, les choses qu'on commande sur Amazon qu'on reçoit en 48 heures. On peut avoir le matelas en 48 heures? Oui, en général, au Québec, là, quelqu'un qui commande avant midi, à moins que ce soit un vendredi, parce qu'on ne travaille pas la fin de semaine, là, mais va recevoir en 48 à 72 heures tout au plus son matelas. Fait que c'est très rapide parce que une fois compressé dans une boîte, on peut utiliser des méthodes novatrices de livraison. Fait que ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi, qui m'a interpellé beaucoup, c'est ce qu'on appelle la masse volumétrique. Donc, la masse volumétrique, c'est l'espace qu'un item prend dans le cadre de transport. Bien, on sauve à peu près 6 fois la masse volumétrique dans le cadre de matelas dans une boîte que si on les livrerait dégonflés dans un camion. Fait que si tu penses à ça d'un point de vue écologique, là, on ship de l'air. Oui. Right? C'est un peu comme transporter de l'eau.
C'est un peu comme sous-vider. Absolument. Fait que c'est exactement ça, en fait. C'est le même principe. On vide les molécules d'air qui sont dans la mousse pour le compresser, le rouler dans une boîte et l'envoyer. Une fois que la personne enlève l'emballage, c'est là que les molécules d'air C'est rentrent dans fini, la mousse. messieurs et mesdames. Ça fait pouf! Ah oui, oui, puis là, on ne le rentre plus dans la boîte, non. Qu'est-ce qui arrive si tu veux le retourner? Bien, nous, ce qu'on fait pour respecter cet engagement écologique, on travaille avec au-dessus de, je dirais, maintenant, on doit être au-dessus de 200 organismes de charité partout à travers le Canada, Bravo. locaux, Bravo. et on va aider des gens dans le besoin sous 2 manières différentes. Donc, on a une politique d'essai de 100 jours. Explique-nous. Alors, si tu commandes un matelas chez nous, ben, on est tellement convaincu qu'on a un bon produit qu'on va te laisser jusqu'à 100 nuits pour essayer le matelas. 96% du temps, c'est un fit. Les 4% du temps où ça ne fit pas, il peut y avoir plusieurs raisons. Des fois, la personne elle veut une surface qui est extrêmement dure ou extrêmement molle, ou des fois, ça ne fit juste pas. Ce qu'on va faire dans ces rares occasions, c'est qu'on va contacter un organisme de charité local. Fait que si on a livré le matelas à Thetford Mines, ou si on a livré le matelas à Sherbrooke, ben, on ne va pas le faire revenir à Montréal pour le donner à l'accueil Bono. Mhm. On va travailler avec un organisme de charité à Thetford Mines ou à Sherbrooke et on va leur dire s'il y a des gens dans le besoin qui pourraient utiliser le matelas, c'est notre première approche. Puis s'il n'y en a pas, ben, on va leur autoriser à prendre le matelas, le revendre et utiliser les fonds pour des gens qui sont Comment dans tu es le besoin. arrivé à réfléchir à mettre ça en place? Qu'est-ce qui est arrivé pour que ça arrive? Parce que j'ai jamais entendu quelque chose, puis je viens des États-Unis, tu sais, même aux États-Unis, j'ai jamais entendu, surtout, puis même au Québec, Ouais. une compagnie qui fait ça. Qu'est-ce qui est arrivé pour le tournant que tu prennes cette décision, les gens qui avaient besoin ou les gens qui ont besoin d'aide? Et surtout aujourd'hui, en 2025, on sait que c'est très difficile pour les gens. Ouais. Ils dorment dehors, ils n'ont pas de matelas, ils dorment sur ce qu'ils peuvent. C'est triste, mais c'est la vérité, là. Bien, justement, le sommeil affecte à peu près tout. Le sommeil va affecter ta digestion, va affecter ton énergie, va affecter ta capacité à être résilient au stress. Une personne qui dort pas bien ne peut juste pas s'en sortir. Fait que ça, c'est l'élément de base qui, pour moi, est important. Dans un deuxième temps, il y a une réalité économique. Quand j'avais lancé Polysleep, En 2016. en 2016, on le savait d'emblée, à 10% de taux de retour, je finissais pas l'année. Donc, il me fallait un produit qui est supérieur à ce que les gens peuvent trouver dans un magasin. Puis c'est ce qu'on a travaillé très fort à faire. Puis ça reste un mantra qu'on a aujourd'hui. Nos matelas sont conçus et développés à Montréal. Les mousses sont fabriquées à Montréal. Depuis tout récemment, je l'annonce là, puis je vais l'annoncer de plus en plus, mais on est une des premières marques canadiennes à être verticalement intégrée. Donc, on a dans le fond mergé avec notre fournisseur de mousse. On est nos propres fabricants de mousse. Donc, on n'achète plus des mousses de différents fournisseurs. Maintenant, on fabrique nos propres Et c'est matériaux. dans la warehouse? Oui. Donc là, c'est vraiment Félicitations. une opération qui est 100% montréalaise. Il y a des produits qui viennent de l'externe parce que, malheureusement, je te dirais, au niveau du textile, il n'y a plus grand monde ici au Québec ou au Canada qui font ça, fait qu'on va à l'extérieur. Mais tout ce qu'on peut faire ici, puis on le fait ici parce qu'on veut la meilleure qualité possible. Donc, en ayant un taux de retour qui est bas, la question, c'est est-ce que ce 4% va faire bouger de manière significative nos revenus? Parce que là, prendre un matelas usagé, il faut le ramener. Il y a certaines régulations au niveau matériel neuf qu'il faut respecter. Fait qu'il faut mettre une étiquette jaune. On avait entendu parler de certaines marques connues qui n'avaient pas fait ça, puis ça a passé à la facture, puis à plusieurs places. Puis moi, ce que je me suis dit, c'est, ce 4%, ce 4 à 6%, pourquoi on n'aiderait pas des gens dans le besoin? Tu vas le récupérer ailleurs. Je vais le récupérer juste... D'une autre façon. Imagine-toi, le 4% des gens qui n'ont pas aimé l'expérience de produit, au moins, j'ai l'opportunité de m'assurer qu'ils aiment l'expérience avec ma marque. Et qu'est-ce que tu fais avec ta marque? Exactement. Ça, c'est très important. On tombe en amour avec quoi? Le produit ou avec la façon dont c'est représenté? Moi, je pense que si le produit est représenté de la façon qu'il y a des valeurs à la fin, tu vas avoir toujours cette valeur-là. C'est notre mission d'améliorer la condition de vie des gens par le sommeil. Il faut dormir. Explique-moi un peu tes matelas, OK? Parce que je les connais de couleur, mais je n'ai jamais vu en vrai. J'ai jamais
je les vois, hein, je sais c'est quoi, là, j'ai compris. Est-ce qu'il y a des différentes grandeurs, des différents conforts, des différents moelleux, moins moelleux, ou Ouais. ils sont tous faits pareil, puis c'est une boîte, puis c'est la seule boîte? Donc, au niveau web, donc si les gens les achètent en ligne, nos matelas policiers sont faits pour... Donc, on a 3 modèles OK. que tu peux acheter. Et c'est des modèles qui sont plus adaptés, je te dirais, au budget. Parce qu'il y a des réalités budgétaires. Quelqu'un qui va acheter un matelas en bas de 1 000 bien, probablement qu'il n'a pas le budget pour acheter un matelas à 2 500. Donc, cette réalité, parce que s'il l'aurait, il prendrait le meilleur matelas qu'il peut avoir Absolument. à 2 500. Donc, on a vraiment 3 options basées sur les budgets de chacun où on a essayé d'avoir la meilleure valeur possible par rapport à leur capacité C'est quoi le financière. budget de quoi à quoi? Ça range. On a des matelas qui arrivent pour un queen là, dans les 600 quand ils sont en promotion, puis on a des matelas en retail qui vont jusqu'à au-dessus de 3 000 Donc, on a vraiment un range. Au niveau des fermetés, comme tu disais, les gens qui achètent en ligne, en général, on ne va pas offrir une expérience trop complexe parce qu'on ne peut pas tester les fermetés en ligne. Absolument. Donc, on a vraiment un matelas qui répond d'un point de vue physiologique à la plus grande partie de la population. Puis, c'est pour ça qu'on a un taux de retour très bas. En général, c'est le matelas le plus confortable qu'ils ont eu. Pour les gens qui sont un petit peu plus piqués, bien, on a 2 types de fermetés qui sont vendus chez nos partenaires en magasin où les gens peuvent littéralement aller les essayer. Vous êtes en partenariat maintenant Ouais. avec beaucoup de boutiques. Vous êtes rendu à combien de boutiques? On a au-dessus d'une centaine de boutiques partenaires. On cherche à doubler ça d'ici la fin de l'année. On a aussi une bonne traction aux États-Unis avec des partenaires de Vous êtes international. principalement Amérique du Nord. À l'international, on aurait peut-être des possibilités, mais j'étudierais probablement une option de franchise parce que ça ne ferait pas de sens de fabriquer à Montréal pour shipper en France ou outre-mer. Puis je te dirais, il y a tellement de place pour grandir encore en Amérique du Nord. Là, on n'a même pas encore saturé le Québec entièrement, même si beaucoup de gens nous connaissent. On a encore de la place pour grandir au Québec et au Canada. Est-ce que les gens achètent plus en ligne ou ils vont en boutique? Je t'aurais dit, jusqu'à la pandémie, on a vu une très, très forte croissance sur l'achat en ligne. Puis, je vais prendre un exemple qui est complètement différent du matelas. On va prendre une jeune demoiselle, tu sais, le concept des personas, là, où on essaie de mettre quelqu'un dans un persona, puis de dire, bon, ben, cette fille-là a 25 ans, puis même éducation, même job, même préférence. Puis là, ce qu'on est en train de réaliser, c'est qu'il y en a une qui va aller en magasin, acheter dans des friperies, va être complètement déconnectée des réseaux sociaux, va faire du journaling. Et puis, à l'opposé, la même personne qui a la même job va être hyper axée réseaux sociaux parce que la famille a peut-être de l'argent, bien, elle magasine chez Ogilvy. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça devient extrêmement compliqué de décider est-ce que je focus seulement en ligne? Est-ce que c'est vraiment en ligne que ça va se passer? Est-ce que je devrais focuser à avoir mes propres magasins ou vendre chez des magasins existants? Donc, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de relativement simplifier cela en disant, à chaque fois que quelqu'un a une interaction avec un matelas, je veux être une des 3 options considérées. Que ce soit un hôtel. Donc, si quelqu'un réserve une chambre d'hôtel, puis que mon équipe de vente n'a pas essayé de rentrer dans ces hôtels-là, bien, on a du chemin à faire. Que ce soit les Airbnb, que ce soit un magasin de matelas, un magasin de meubles, ou, comme tu disais, une expérience en ligne, Costco, Walmart, Amazon. Donc, on essaie vraiment d'être partout où les personnes potentiellement pourraient considérer acheter leur matelas ou leur produit du sommeil. Ça veut dire partout dans le monde? On essaye. C'est facile à comprendre. Tout essaye. le monde a besoin d'un matelas. Oui, exact. Quand tu penses à dormir, tu penses matelas, non? Puis Absolument. quand tu as une mauvaise expérience, tu peux aller dans un 5 étoiles, tu peux être à n'importe quelle grosse chaîne d'hôtel, tu peux être au Ritz même. Puis parfois, le matelas ne te convient pas. C'est la pire nuit de ta vie, là. Absolument. Tu dis, c'était vraiment beau, mais mon Dieu que j'ai mal dormi, je veux courir chez moi. Pour ceux qui vont souvent dans les hôtels, les 2 pires expériences qu'on a, là, Ouais. puis tu vas raisonner avec ça, je le sais, le matelas, comme tu dis, Puis les oreillers. ou l'ascenseur. La maudite chambre à côté de l'ascenseur. Ah! Tu veux mourir. Oui, c'est ça. Est-ce que vous faites des oreillers? Oui, on a 2 types d'oreillers. Puis, tu sais, sans rentrer trop dans les détails du produit,
ce qui différencie nos oreillers, c'est qu'ils sont entièrement ajustables par rapport à leur forme et à la position de sommeil que tu as. L'oreiller, c'est ce qui requiert le plus d'ajustement parce que quelqu'un qui dort sur le côté, sur le ventre, sur le Ouais. dos, doit avoir une forme et une épaisseur d'oreiller différente. Est-ce que vous les fabriquez juste rapidement aussi Oui, avec à votre... Montréal également. Tu m'as décrit ton entreprise. Mhm. Maintenant, moi, j'ai besoin de savoir, est-ce que toi, tu es flexible avec tes employés ou ton équipe ou tes gens alentour de toi? Est-ce que ça prend de la flexibilité? Parce que tu es quand même assez rigide. Il faut Ouais. être rigide en tant qu'entrepreneur. Les gens qui me disent qu'ils ne sont pas rigides puis qui sont des entrepreneurs rendus à ton niveau, je me dis, soit ils rient de moi ou il y a quelque chose qui ne va pas, là. Mhm. Tu es rigide. Tu es un homme très discipliné. Ouais. On ne tourne pas ton agenda comme on veut. Tu as tes moments, tu as un agenda. Tu viens de me le dire en début Ouais. d'intervention. Tu me dis, moi, Mia, c'est 120 puis si ça ne marche pas, je te cancelle, je te tourne, Tu sais, pas par méchanceté, mais ton temps. Comment tu fais pour être flexible dans ton inflexibilité, personnellement? Est-ce que ça joue avec toi dans ta vie de tous les jours? Absolument. Je suis pas quelqu'un de facile, vraiment pas. Mais Mais c'est quoi facile? je veux dire, je suis difficile à travailler avec parce que une des choses qui est très complexe pour mes directeurs et les gens qui travaillent avec moi, c'est le degré de flexibilité et de confiance que je leur donne, mais mes attentes sont très élevées. Mhm. Donc, ça, je sais que c'est complexe à gérer, puis c'est pas fait pour tout le monde. Dans le sens où si tu me promets la Lune, je m'attends à ce que tu la livres. Puis Mais je vais c'est te pour donner ça que tu toutes les les ressources engages. nécessaires. Absolument. C'est ça qu'ils t'ont dit qu'ils faisaient. Mais je te dirais des détails comme, tu sais, souvent on prend pour acquis, là, je pourrais donner des conseils très simples à des gens qui veulent partir en affaires ou Mais juste qu'est-ce en que tu général dans dirais leur à vie. quelqu'un qui veut un polysleep? Ben, au-delà de Polycible, je dirais en affaires. Moi, tu je sais, dis polysleep. Demain matin, il y en a un qui rentre comme il veut être toi. Là. Ça prend quoi pour avoir ouais. polysleep? C'est quoi sa première chose qu'il doit faire? Ce que tu dis, fais-le. Quand tu dis que tu vas le faire, fais-le à temps. Et deviens excellent à segmenter et séparer ton temps. Je sais que je suis excellent à faire une tâche à la fois. Et c'est pour ça que ma journée est très compartimentalisée. Tu sais, aujourd'hui, là, je suis à 200% avec toi pour une durée déterminée. Mhm. Et après ça, je passe à autre chose. J'ai commencé à 7 heures ce matin. On avait un QBR, on faisait des annonces. On est dans le merge. Mhm. Donc, après ça, j'ai mes one-on-one avec mes directeurs. Je me suis booké 1 heure pour aller au gym là-dedans. Après ça, tu sais, Tu es très structuré. très, très, très structuré. Et je pense que c'est nécessaire parce que ce qui fatigue beaucoup de gens, c'est d'avoir trop de choses en tête. Et là, à un moment donné, on perd le cap et on a du mal à finaliser certaines choses. C'est drôle parce que j'avais cette conversation-là juste avant que je rentre en studio. On me dit, ah, moi, je suis assez occupée. Je déteste les gens qui disent, je suis trop occupée. Je sais, ah, j'ai des enfants, tu comprends pas, je suis trop occupée, j'ai ma femme, mon travail, mes réunions. Mais oui, mais you sign up for that. Yeah. C'est ça que tu voulais faire. Tu peux Ouais. pas être. Sinon, reste chez vous. Ouais. Moi, Oui, je puis déteste les gens qui disent qu'ils sont trop occupés à rien faire. Ou ils font quelque chose, puis parce qu'ils font quelque chose, ils sont occupés, puis ils ont besoin d'annoncer qu'ils sont occupés. Les gens occupés, ils disent pas qu'ils sont occupés. je suis responsable de créer des produits qui vont avoir une incidence majeure dans la vie des gens. Donc, je demande l'excellence. Et pour atteindre cela, j'ai besoin d'une équipe qui est axée sur ces valeurs également. Comment tu choisis ton équipe? Les valeurs, comme je disais, les valeurs, donc d'avoir des valeurs qui sont proches de les miennes. Ça prend combien de temps à savoir s'il y a cette valeur? Parce que se vendre, c'est facile, mais exécuter, c'est une autre chose. Mais juste dans nos processus d'entrevue, par exemple, on fait ça très différent. Puis il y a bien des chasseurs de tête ou des compagnies HR qui nous disent mais ça n'a pas de bon sens. Là. Explique. Fait que, par exemple, dans le processus d'entrevue, que ce soit pour la secrétaire ou un poste de direction, la dernière entrevue va toujours être un cas réel. Puis, avant de passer cette dernière entrevue, mes directeurs ou moi, ce qu'on dit, c'est la prochaine entrevue va requérir 3 à 4 heures de ton temps. C'est pas rémunéré. Mais ça va être le meilleur exemple de ce que ton day-to-day va être.
Mhm. Donc, pendant 4 heures, la personne ne le sait pas, elle arrive, on lui donne un cas, puis on lui donne la job pour 6 heures. Puis on lui dit, t'as 3 heures pour faire ça. OK. Puis ce que je veux voir, c'est à quel point la personne a été en mesure d'adapter son mindset à résoudre le problème, à démocratiser l'information et surtout dans son non-verbal, à ne pas montrer du découragement. Tu vois tout de suite deux types de personnalités. Quelqu'un qui va te regarder et va dire ça n'a pas de bon sens, là, c'était ben trop de job, je ne sais pas comment vous faites ça. Ou, right? OK, c'est merci, l'interview Right, est finie. ou, ben, littéralement, ou, hey, c'était vraiment le fun. J'ai pas eu le temps de tout faire, mais si j'aurais eu plus de temps, j'aurais fait ça différemment. Mais voici ce que je pense que j'aurais fait si j'aurais eu plus de temps. C'est exactement ça qu'on va voir. Tu les mets tout de suite, comme on dit, dans la situation. C'est pas vrai qu'ils s'assoient puis ils te parlent. Tu les mets comme s'ils travaillent déjà là. Tu sais, en anglais, on dit sink or swim. Yeah. Ouais. Ben, c'est littéralement ça que je fais. Parce que c'est trop facile aujourd'hui avec des technologies de se préparer pour une entrevue, de dire la chose parfaite dans la première entrevue Zoom, de demander des références qui ne sont pas des vraies références, de s'en sortir. Mais on ne rend pas service à la personne, puis la personne ne se rend pas service à elle-même parce que si tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend, là, 38, 40, 50 heures par semaine, je ne pense pas que c'est fair. Mhm. Donc ça, c'est un des exemples parmi tant d'autres que j'utilise pour sélectionner mon monde. Ta plus grande surprise sur toi-même en tant que président chez Polysleep, ça a été quoi? Ma capacité de m'organiser. T'es organisé, OK, on va te le dire. Là. Ouais, non, sérieusement, c'est une surprise parce que j'ai pas eu le choix. Non, je crois que c'est un choix, c'est toi qui l'as fait. Je te crois pas quand tu dis ça. C'est dans toi, ça. Un choix devient une obligation de ton qui tu es en entrepreneuriat. C'est vrai. Ou dans ta vie personnelle. C'est vrai. Sinon, tu aurais des enfants. En effet. Tu n'as pas d'enfants. Non. C'est un choix que tu as fait. Absolument. Parce que probablement que tu avais d'autres obligations, puis c'est bien correct. Là. Ben oui. Comme je disais, hein, le temps et l'énergie sont des ressources finies. Oui. Ton équipe est de combien de membres? On a une petite équipe d'à peu près 18-20 personnes avec des contractuels. Donc, une équipe très, très, très efficace. Ça exclut la production. Donc, la production, bien entendu, en tout et pour tout, il doit y avoir une centaine de personnes là, qui travaillent sur nos produits. Combien de matelas par jour vous mettez dans la boîte? Plusieurs centaines. Combien par jour ça prend pour faire un matelas? Alors, avec les temps de séchage, ça dépend des modèles. Mais en général, tu peux compter quelques heures par matelas dans nos matelas les plus complexes. Puis, ça va jusqu'à 7 jours avec les temps de séchage. Parce qu'on ne veut pas rouler la mousse une fois qu'elle vient d'être collée parce que sinon, elle ne revient pas nécessairement en place. OK. Alors, ça prend 16 jours à faire un matelas. Puis après, jusqu'à 16 jours, puis après, on peut le shipper. Ouais. Les gens que tu engages pour faire les matelas ne sont pas les mêmes équipes qui sont à l'externe. Hein? C'est un mindset très différent. C'est différent, c'est des ouvriers. C'est du manufacturing. C'est ça. Ouais. Ouvrier, c'est aussi bon. Hein? Tu as Absolument. besoin d'eux. Là. Absolument. Est-ce que tu crois qu'en 2025, avec la technologie, on est rendu qu'on va utiliser que des robots pour faire ce que tes employés font? Tellement pas. Tu veux pas ça? J'aimerais pouvoir dire qu'on est rendu là. Puis là, je veux dire, c'est une réalité. Là. C'est pas quelque chose que j'apprécie. L'Asie est beaucoup plus proche de ça que l'Europe et l'Amérique du Nord. Tu crois que tu serais pas capable de tourner ça? En ce moment, on n'a pas... je te dirais d'un point de vue opérationnel et technologique, on n'a pas le talent pour développer ça dans beaucoup d'industries parce qu'on n'a pas eu à réinventer la roue pendant trop longtemps. Tu sais, il y a une réalité par rapport au PIB qui est en déclin au Canada. Là. On n'a tout simplement pas assez investi dans certains secteurs. Puis juste au niveau scolaire, c'est quand la dernière fois que tu as vu des annonces pour essayer de pousser le secteur manufacturier? Jamais. Tout le monde veut en ce moment aller dans les technologies, l'AI, l'informatique. Puis pour ceux qui n'ont pas eu cette opportunité-là, ben, ils regardent investissement versus retour sur investissement, ben, j'irai encore courtier immobilier. Là, Donc, si tu regardes l'Asie, par exemple, ou la Chine, il y avait eu tellement d'incitatifs de l'école primaire jusqu'à aujourd'hui, depuis plusieurs dizaines d'années, à appliquer cette technologie dans un contexte de manufacturière, que tout leur processus de développement a été axé autour de ça.
Donc, on a beaucoup de travail à faire, je te dirais, pour les 10, 15, 20 prochaines années à essayer de transformer ça et de l'adapter. Tu es très structuré, personnellement et professionnellement, dans Mhm. ta vie en général. Est-ce que ça fait que tu as de la difficulté à déléguer et faire confiance à tes employés ou ton entourage? Plus maintenant. Ça a Comme déjà je te arrivé? disais, c'est déjà arrivé. Ça a été un struggle au courant des 3 dernières années où, dans le processus de développement d'une entreprise, on a des gens qui sont plus des couteaux suisses, des gens sur qui on peut s'appuyer, qui vont faire un petit peu de tout. Et à un moment donné, il faut structurer. Il faut des gens spécialisés et très compétents dans un domaine. Donc là, comme je disais, au niveau de mes directeurs, j'ai quelqu'un qui s'occupe des opérations, de l'excellence client. Mmh. J'ai quelqu'un qui s'occupe de la vente en général. J'ai quelqu'un qui s'occupe du marketing. C'est des gens extrêmement spécialisés et connaissantes dans ces domaines-là. Quand je les ai engagés, là, c'est que tu laisses aller ton bébé, là. Oui, Right? oui. Ça a été du travail. Sur toi, surtout. Beaucoup. Ta personne, mentalement, Absolument, là, ça a dû absolument. être l'enfer. Ça a été- Moi, là, quand je laisse quelque chose partir, là, je C'est pense que c'est tough. la fin du monde. C'est tough. C'est tough. Mais après, de voir les gens évoluer là-dedans et de voir à quel point ils en prennent soin, Et notre liberté ben oui, c'est... de faire autre chose. Le stress, après, il devient... C'est différent. Le stress, c'est... C'est On un autre niveau. influence leurs décisions. Mhm. Donc, notre pouvoir d'influence devient, je dirais, à la limite, peut devenir extrêmement bénéfique ou dangereux. 3-4 mauvaises décisions, puis on peut amener le bateau dans vers une mauvaise destination, là. Mais tu survoles toujours. Toujours, Et toujours, on toujours, le toujours. sent. Toujours. Moi, je sais que l'équipe le sent. Tu sais, je survole. Ils vont peut-être me faire... Ils savent exactement comment je fonctionne. Ils savent qu'est-ce qui se passe. Ils savent qu'ils sont là. Mais ça devient comme une extension de toi. Absolument. Moi, je dis toujours qu'une entreprise ou un projet, si tu penses que tu es tout seul, puis c'est toi le boss, puis olé, olé, que t'es toi le président, le CEO, whatever, c'est juste un titre. Sans les gens alentour de toi qui vont t'aider à faire une extension, tu n'as absolument rien et tu n'es rien. Absolument. Tu as besoin d'une équipe pour grandir. Puis ça, c'est un gros travail sur nous parce qu'au début, on a tout misé. Puis là, il faut apprendre à laisser. Est-ce que tu as déjà eu à dire au revoir à quelqu'un parce que ça ne fonctionnait pas? Malheureusement. Comment ça s'est passé? Mon Dieu, qu'on est mal. C'est jamais facile parce que ben, y a un humain en arrière de ça. Ouais. Une des choses qui est importante, c'est de voir sa compagnie comme une personne morale. Je suis à l'emploi de Polysleep. J'ai beau être le fondateur, je veux... Mon désir ultime, ce serait de savoir que je suis plus là et que la marque perdure. Tu serais capable? J'aimerais donc. Demain matin, Ouais. je te donne 200 millions Ouais. américains. Ouais. Tu n'as plus le droit de faire tout ce que tu fais dans la vie. Tu fais quoi? Ben, Tu te réinventes mon seul comment? concern, là, la seule question vraiment, ce qui m'importerait réellement, c'est est-ce que les décisions qui vont être amenées par mon successeur ou les personnes qui prennent les rênes assurent la pérennité de la marque et l'intégrité des valeurs? Au-delà du montant de 200 millions. 200 millions US. Ouais. Au-delà de ça, là, si la marque perdure, puis c'est des bonnes choses qui arrivent, oui, je suis confiant. Au même titre que, comme je te disais, on a été approché par des groupes qui ont acheté beaucoup de nos compétiteurs dans le cadre d'intégration pour du retail, là. Ça a toujours été non. Parce que ma vision, c'est de développer la meilleure surface de sommeil et de continuer de supporter le Fait que plus ta grand nombre réponse, de c'est centres oui. possible. Si, Oui. mais si. Exact. Il y a un mais gros c'est un mais non. si. Puis C'est ça. le Messi, c'est comme je te dis, je veux faire vivre cette marque. Tu sais, pour moi, le concept, on parlait de marketing tantôt. Mhm. Les gens ont tendance à penser qu'on contrôle la marque. On contrôle une marque. On ne contrôle pas une marque. Pour moi, une marque, c'est la somme des conversations qui arrivent sur un message qu'on essaie d'amener au marché. Donc, la marque Polysleep, sa perception, moi, je ne la contrôle pas. Je contrôle le message. Oui. Je contrôle ce que je mets sur TikTok, sur Facebook, comment je fais mes intégrations dans Occupation Double, les partenaires qu'on choisit, les équipes de vente, comment les gens au service à la clientèle répondent aux clients. Ça, je contrôle. Comment les gens parlent de Polysleep entre eux, Tu peux pas. je le contrôle pas, mais c'est ça une marque. Mais tu peux contrôler leurs pensées.
J'essaye avec le marketing de contrôler le message. Mais beaucoup de marques Mais réussissent pas parce que leur message et leurs vraies intentions sont juste pas alignés. il faut Puis le vraiment. marché, ben, les gens le savent, là. Oui, oui. C'est pas comme si tu Ouais. peux. La question que tout le monde pose, pourquoi il est mauve? Parce que je voulais m'attribuer une couleur qui est différente du bleu, qu'on associe souvent avec la nuit, qui est déjà utilisé. Tu rentrais dans un magasin, tu avais des motifs fleuris, des patterns, du gris, du blanc. C'était très, très, très sobre. Je voulais une marque qui est jeune. Je voulais une marque qui est différente. Puis pour moi, le mauve foncé, le violet qu'on utilise, je trouvais que c'était une des plus belles couleurs qu'on pouvait utiliser et je savais que ça allait rester dans la tête des gens. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on est parti vers cette couleur-là. Quand tu es arrivé en 2016 avec ta boîte puis Polysleep en Ouais. mauve, les gens sont des très grands jugeurs. Oh mon Dieu! Écoute, on a vendu 50 000 la première année. Mais tu as dû avoir chaud C'était l'enfer. de toutes les parties de ton corps. C'était l'enfer. Tu ne croyais même pas que c'était pour arriver, là. Oui, puis je Parce qu'il dirais, faut te convaincre. Le jugement est fort au Québec, là. le jugement est fort et il y a une espèce de protectionnisme dans nos amis et nos familles qui essaie de nous ramener toujours vers le bas à dire, mais c'est tellement risqué ce que tu fais. Pourquoi tu marchera fais ça? Ça pas. marchera pas, là. Tu sais, puis c'est correct, ça marche pas. Non, c'est pas correct. Puis là, tu te demandes, mais pourquoi les gens sont comme ça? Mais parce qu'ils n'ont Puis pas confiance en eux, puis ils dorment mal. C'est pour ça. je pense qu'il y a beaucoup de gens dans notre entourage qui a tendance à essayer de normaliser ce qu'on fait. Ça prend un petit peu, ça prend un brin de folie se lancer en affaires. Les risques de succès, les chances de succès sont beaucoup plus basses que les risques et les opportunités de l'échapper, comme on dit. Moi, comme je dis en anglais à beaucoup d'entrepreneurs à qui je parle dans des sessions de coaching, ou je suis impliqué avec Startup Montréal ou des incubateurs, c'est... Puis je ne sais pas comment le traduire en français, je vais essayer. Dis-le en anglais. Hear everyone out, do not listen to anybody. Écoute tout le monde, mais Entends tout le monde, mais écoute personne. écoute personne. Ouais. Puis- Entends l'opinion de tout le monde, respecte-la, sois pas fermé, mais ultimement, il faut que tu t'écoutes juste toi. Moi, ça me drive quelqu'un qui me dit non. Parce que plus que tu me dis non, plus que j'arrive proche du gros oui. Ouais. Et ça, je le dis tout le temps. Moi, c'est plus que tu me dis non. Et puis, on se fait souvent dire non en tant On se fait qu'entrepreneur. challenger, on se Puis fait je me dire dis, non. ah, Ouais. merci beaucoup, tu es vraiment fin. Imagine si toi, tu me dis non, puis tu pensais que tu étais fort. Imagine qui va me dire oui. Ouais. Écoute, je vais être sur l'Empire State Building avec une C'est tout. statue. Je vais vendre quelque chose que personne n'a eu. Je pense qu'un non, un vrai non, puis dire on peut pas, c'est non, pour des raisons peu importe, Mhm. je crois que c'est rendu un compliment maintenant à un certain degré dans ma vie. Ça prend beaucoup de maturité se rendre là. Ah oui. Tu sais, au début, j'imagine que c'était pas comme ça que tu le voyais. Non, je l'ai vu comme ça. Peut-être. Il y a 32 ans, j'ai commencé à réaliser que les gros non, c'était les gros, gros, gros oui. Mais ça a Souvent. pris Ça ça prend fait du temps, c'est 32 ça. ans Ouais. là, que je suis là-dedans. Ouais. Je le sais. Ouais. J'ai plus de. Mais souvent, la mentalité, c'est ah, je suis découragée. Puis peut-être que mon entourage avait raison. Je devrais faire d'autres choses. Je vais retourner travailler en je sais pas quoi. Je vais aller caissière chez Walmart. Mais là, tu ne fiteras pas là non plus. Tu sais, c'est comme. Tu sais, la réalité entrepreneuriale, on va dire ça de même. Une vision, une idée, c'est facile à avoir. De l'exécuter puis de l'amener à avoir du succès, ça prend plusieurs choses. De l'acharnement, Oui. de la détermination, puis on va se dire les vraies affaires aujourd'hui, l'argent. Sans argent, là, ben, c'est un peu comme au Monopoly. On peut s'en sortir dans des situations précaires. When there's nothing left, ben, des fois, il faut dire comme, OK, on va trouver une autre manière, mais peut-être que pour le moment, il va falloir Qu'on dise non. qu'on dise non. Est-ce qu'il y a eu un moment donné que financièrement, dans les débuts, tu as dû à Ah dire oui, non? toujours. Est-ce que ça arrive encore aujourd'hui? Oui, parce que, je veux dire, on prend toujours des risques. Ben oui. On prend toujours des risques. Le statu quo en entrepreneuriat ne fonctionne pas. Non. Donc, il faut être confortable à gérer des risques.
Au même titre de que des perdre. portefeuilles d'investissement, hein, je veux Mais dire. je pense qu'on est des gamblers. Un petit peu, un petit On peu. aime gambler, puis on aime se faire peur. Un petit peu. Mais il faut faire ça de manière raisonnable et calculée parce que, ben, je veux dire, on a une responsabilité sociale aussi. Je veux dire, moi, j'ai une équipe, j'ai des Qui salaires à payer à chaque ouais. semaine, j'ai une croissance, j'ai une marque aujourd'hui qui atteint une certaine notoriété, donc j'ai une responsabilité face à ça. J'ai 2 autres questions et ça fait déjà 60 minutes qu'on est ensemble. Alors, je vais te poser ces 2 questions. Je vais te dire 3 mots. Tu les mets dans l'ordre que tu veux et non dans celle que je te l'ai dit, OK? OK. On y va? Passion, succès, argent. Succès, passion, argent. Pourquoi tu as mis succès avant? Parce que c'est ce qui va fueler, mais c'est ce qui va me donner de l'énergie. De vouloir réussir, c'est ça qui va me motiver. C'est ça qui va faire en sorte que je vais porter les actions nécessaires pour y arriver. L'argent est une conséquence. Ouais, l'argent en arrière, je suis d'accord, mais moi, je dirais passion parce que ça vient de toi. C'est quelque chose qui est en toi. Puis, moi, je crois que quand tu as une passion et que tu crois vraiment que tu vas réussir et que tu vas faire ce qu'il y a à faire pour arriver où tu en es, le succès va venir. L'argent, ça vient toujours. Je te dirais, moi, une passion, comme je te disais, c'était les jeux vidéo, Ouais. la musique. Mais tu l'as fait avec Puis, je ça. le fais encore, puis j'ai du fun. Oui. Mais j'ai préféré aller mettre mes paniers là où je sais que je suis compétent Mhm. pour pouvoir, après ça, réussir et avoir les moyens d'exercer cette passion. C'est incroyable. Puis j'envie les gens qui sont capables de leur passion d'arriver à en vivre, que ce soit bien ou pas. Des gens qui ont un calling, que j'appelle. Ouais. Wow. Mais tu l'as. Tu Ben, le vois pas? moi, je te dirais, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est quelque chose où je commence à mieux cerner les recettes qui déterminent comment on a du succès en affaires. Puis je te dirais, Polysleep, c'est une marque qui en a beaucoup. C'est une marque dans laquelle je me suis donné Oui. énormément. Mais je te dirais, si j'aurais à relancer une marque dans 3 à 5 ans, le blueprint, je le comprends déjà beaucoup mieux. Tu Je vois ce que je veux comprends. dire? Oui, tout à fait. Mais Fait- moi, je trouve que tu as mis ta passion dedans. C'est juste que tu ne le vois pas de l'œil que je vois. Pour l'instant, tu ne le vois pas, mais un jour, tu vas le voir. C'est-à-dire, c'est ça que la madame elle voulait dire behind the social life. Tu as mis ta passion de ce que tu as appris en gaming Oui, sur le marketing. Fait ça, que tu as oui, réussi. Tu absolument. l'as. On est dans les studios de 760 Médias. Je tiens à te remercier. Et ceux qui nous écoutent en ondes à CKVL FM, de t'écouter. C'est quelque chose qui est intéressant. J'irai encore des heures et des heures. Et voilà ma dernière question. Tu es où personnellement dans 5 ans, en 2030? C'est une très bonne question. De plus en plus, puis le podcast est une conséquence de ça. Euh, je me trouve privilégié d'avoir 38 ans puis tout ce bagage, toute cette expérience. Je suis déjà très impliqué avec des organismes à but non lucratif. Je suis sur le CA de Grands Frères et Grandes Sœurs du Grand Montréal, Startup Montréal. J'aide une dizaine d'entreprises sous forme de coaching à apprendre ou à éviter des erreurs que j'ai fait dans le passé. Dans 5 ans, j'aimerais vraiment avoir l'opportunité d'avoir plus de temps pour aider des gens qui ont un impact au même titre que j'en ai Oui, sur des gens. oui, Donc là, moi, j'ai un impact direct sur mes employés, oui. sur ma compagnie. Mais là, j'aimerais pouvoir aider les gens à avoir un impact dans leur compagnie. Donc, probablement que dans 5 ans, je vais essayer de travailler là-dessus. Policy va continuer de grandir d'ici là, puis je veux vraiment avoir les bonnes personnes en place pour avoir l'opportunité de continuer à faire ça. Donc, d'aider puis d'avoir le plus d'impact possible auprès de l'entrepreneur, du nouvel entrepreneur, parce que ça se complexifie, là. J'adore comment tu es humble dans ton inflexibilité. J'adore le personnage et ton toi derrière toute cette personne-là parce que quand on te voit, on pense, oh mon Dieu, c'est gros, Polysleep. Mais tu es un homme qui est vraiment humble, vraiment vrai, un peu complexe, mais très vrai. Et je te remercie d'avoir passé du temps avec moi derrière le micro. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci bien. Bonne journée.